Très habile dans les discours, mais je voudrais vous dire une seule chose. Au nom de tous ces enfants, un grand merci. Le 22 octobre 1987, à Saint-Cloud, un silence inhabituel envahit une demeure discrète. Pas de flash, pas de caméra, pas de journaliste. Lino Ventura vient de s'éteindre, à l'âge de 68 ans, sans fracas, sans adieu public, sans ce tumulte médiatique que le monde du cinéma affectionne tant. Il était pourtant l'un des visages les plus puissants du grand écran français. Une voix grave, un regard perçant, une stature imposante. De toucher pas au Grisby à garde à vue, il avait imposé une présence brute, magnétique, que nul n'osait contester. Et pourtant, ce jour-là, aucun hommage national, aucun discours enflammé. Juste le silence, volontaire, organisé, par lui. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce retrait total, presque secret, d'un homme qui avait incarné tant de héros? Quelle était la vraie raison derrière cette disparition discrète, presque invisible? Et surtout, que s'est-il passé dans les dernières années de cet homme de principe qui avait refusé Hollywood, renié les compromissions et consacré ses derniers jours à des causes bien loin des projecteurs? Car oui, derrière les scènes de fusillade mythiques, les dialogues ciselés de Michel Audiard et les confrontations avec Jean Gabin ou Ventura lui-même, se cache une vérité plus profonde, une vérité que peu connaissent, une vérité qui raconte peu être le rôle le plus humain, le plus authentique et le plus silencieux de sa vie. Mais pour le comprendre, il faut revenir en arrière, reprendre le fil d'un homme en guerre avec les faux-semblants, et découvrir ce que cache le dernier instant de Lino Ventura. À mesure que les années passent, Lino Ventura s'isole. Il tourne de moins en moins. Il refuse de plus en plus. Ce n'est pas la maladie. Ce n'est pas l'âge. C'est une autre fatigue, plus profonde, celle de l'âme. Dans un entretien rare accordé en 1983, il laisse échapper quelques mots qui résonnent encore aujourd'hui. Le cinéma, je l'aime, mais je n'aime pas ce qu'il devient. Une phrase simple, froide, et qui dit tout. Depuis quelques années déjà, le cinéma qu'il a connu, celui de la rigueur, des dialogues qui claquent, des hommes entiers, semble lui échapper. Trop de paillettes, trop de compromis, trop de visages sans conviction qui courent après la lumière. Lui, il reste dans l'ombre. Et dans l'ombre, il observe, il juge, et il se retire. On lui propose pourtant des rôles intéressants, des productions internationales. Même Hollywood revient à la charge. Mais Ventura refuse, à chaque fois, parfois poliment, parfois sèchement. Je n'ai pas besoin de tourner pour exister. Cette réplique-là n'est pas issue d'un scénario. C'est lui qui l'a prononcée, et elle dit toute sa philosophie. Certains réalisateurs se plaignent de son intransigeance. Lino veut réécrire les dialogues. Il refuse les scènes qu'il juge inutiles. Il veut tout comprendre. Mais ce n'est pas du caprice. C'est une exigence. Un pacte moral qu'il a passé avec lui-même dès ses premiers pas devant une caméra. Ne jamais jouer ce qu'il ne comprend pas. Ne jamais dire ce qu'il ne pense pas. Dans les coulisses, les producteurs commencent à le contourner. Trop dur à diriger, trop rigide, trop vieux jeu, disent-ils. Mais Lino Ventura n'en a cure. Il préfère le silence à la trahison de ses valeurs. Et pendant que le cinéma français des années 80 s'ouvre à de nouvelles formes, à de nouveaux visages, lui choisit un autre décor. Celui d'une maison paisible, loin des plateaux. Celui d'un engagement profond, personnel, pour une cause qui le dépasse. Les enfants handicapés, les oubliés de la société. Un autre rôle l'attendait. Sans maquillage, sans lumière, mais infiniment plus vrai. Lino Ventura n'est pas né dans les coulisses d'un théâtre, ni dans une famille d'artistes. Il est né Angelino Giuseppe Pascal Ventura, à Parme, en Italie, le 14 juillet 1919. Une date hautement symbolique pour un homme qui allait pourtant incarner mieux que quiconque l'identité française d'un cinéma viril et sans fioriture. À l'âge de 8 ans, il débarque en France avec sa mère. Il ne parle pas un mot de français. Il est timide, replié, mais solide. Très vite, il découvre qu'il a un don, le corps. Il devient lutteur professionnel. En 1950, il est sacré champion d'Europe de lutte gréco-romaine. Un sport rude, silencieux, où la parole ne compte pas seul le geste et vérité. C'est par hasard, comme souvent dans les destins marqués par l'instinct, qu'il entre dans le cinéma. En 1953, Jacques Becker cherche un vrai dur
pour jouer dans Touchez pas au Grisby. Jean Gabin recommande Ventura. Il n'a jamais joué. Il n'a pas de formation. Mais dès la première scène, quelque chose se passe. Ce n'est pas du jeu, c'est lui. Sa présence à l'écran est immédiate, magnétique. Il ne parle pas beaucoup. Il bouge à peine. Mais chaque regard, chaque silence, a le poids d'un uppercut. Le public l'adopte. Les cinéastes s'arrachent ce visage minéral, ce style brut, ce naturel qui tranche avec les comédiens trop apprêtés. Avec Georges Lautner, Michel Audiard, Claude Sautet, il enchaîne les classiques. Les Tontons Flingueurs, 1963, où ses répliques sèches deviennent cultes. 100 000 $ au soleil, 1964, face à Belmondo, Duel de titans au désert. L'Armée des ombres, 1969, chef-d'œuvre de Jean-Pierre Melville, où il campe un résistant silencieux et implacable. Mais Ventura ne se laisse jamais enfermer. Il refuse l'étiquette du dur à cuire. Il accepte aussi des rôles plus nuancés, plus humains. Dans La Gifle, 1974, il est père dépassé par l'émancipation de sa fille. Dans Garde à vue, 1981, il affronte Michel Serrault dans un huis clos psychologique d'une intensité rare. Ou encore dans Les Misérables de Robert Hossein, 1982, où il joue Javert avec une raideur tragique. Pourtant, malgré les succès, Ventura reste à distance du monde du cinéma. Pas de soirée mondaine, pas de frasques, pas de scandale. Il vit à Garches, en banlieue parisienne, mène une vie de père de famille discret. Il est fidèle à Odette, son épouse, qu'il a épousée en 1942 et avec qui il restera jusqu'au bout. Mais derrière cette façade d'homme de pierre, il y a une faille nommée Lina, sa fille née handicapée. Une blessure intime qu'il ne médiatise jamais, mais qui va changer son existence. C'est pour elle qu'il fonde, en 1966, l'association Perce-Neige, pour venir en aide aux enfants handicapés et à leurs familles. Cette œuvre silencieuse, loin des projecteurs, devient peu à peu le vrai rôle de sa vie. Il finance les premières maisons, il participe aux campagnes, mais toujours en retrait. Il ne veut pas qu'on dise que c'est de la « charité people ». Il ne veut pas briller, il veut que ça serve. Et pendant que d'autres collectionnent les Césars, les Palmes, les tapis rouges, lui construit des refuges pour ceux que la société oublie. À partir de 1985, Lino Ventura disparaît progressivement de l'écran. Aucun adieu en grande pompe. Aucune déclaration, juste le silence. Il s'éloigne, comme on éteint une lumière dans une pièce qu'on n'habite plus. Pour ceux qui le connaissent bien, ce retrait n'est pas une surprise. Depuis plusieurs années déjà, Ventura sélectionnait ses rôles avec une rigueur presque douloureuse. Et souvent, il les refusait. Trop creux, trop tape, l'œil, trop loin de ses convictions. Dans ses rares confidences, il laisse transparaître une lassitude profonde. J'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, il faut laisser la place aux autres. Mais ce n'est pas un abandon. C'est une décision, une fidélité à lui-même. Il consacre alors son temps, entièrement, à Perce-Neige. Il visite les établissements, rencontre les familles, discute avec les soignants. Il s'investit dans les moindres détails. L'aménagement des chambres, le choix des éducateurs, la chaleur humaine des lieux. Je ne suis pas un héros. Je suis un père, dira-t-il un jour, en parlant de sa fille. Ce choix de vie, loin du tumulte, renforce son aura. On le voit rarement à la télévision. Il ne donne plus d'interviews. Mais son nom, lui, continue de résonner. Il est devenu un mythe, un repère. Une sorte de conscience morale dans un monde qui bouge trop vite. Ses amis, Jean Gabin étant déjà parti en 1966, se font rares. Les temps changent. Les plateaux de tournage accueillent de nouveaux visages. Ventura, lui, regarde de loin et choisit le silence. Mais ce silence n'est pas vide. Il est rempli d'une présence différente. Une présence attentive, apaisée, dédiée aux siens. Chez lui, à Saint-Cloud, il cultive son jardin, lit beaucoup, marche chaque matin. Il est fatigué, parfois essoufflé, mais il ne se plaint jamais. Les voisins le croisent, toujours poli, discret. Jamais de grandes conversations. Mais un regard, une poignée de main, suffisent à comprendre.
Cet homme est resté entier, jusqu'au bout. Il y a quelques semaines avant sa mort, il aurait confié à un proche « Je n'ai pas de regrets, j'ai vécu droit. Et ça me suffit ». Une phrase simple, comme un testament sans emphase. Il savait, peut-être, que la fin approchait, mais il ne voulait pas d'hommage, pas de cérémonie, pas de panégyrique. Juste qu'on le laisse partir, comme il avait vécu, dans la retenue, dans l'ombre, mais debout. Le jeudi 22 octobre 1987, à Saint-Cloud, le jour s'était levé sans fanfare. Le ciel était bas, les feuilles commençaient à tomber. Dans sa maison, Lino Ventura était là, entouré des siens. Odette, sa femme de toujours, sa fille, le silence. Il ne souffrait pas. Ou s'il souffrait, il ne le montrait pas. Jamais. Ce matin-là, il avait pris un petit déjeuner léger, lu quelques lignes d'un livre. Puis il s'était assis dans son fauteuil, celui près de la fenêtre, là où la lumière entrait doucement. Le médecin était passé la veille. Rien d'alarmant, juste une fatigue persistante. Mais quelque chose, dans les gestes de Ventura, semblait ralentir. Un relâchement, pas de renoncement, mais une forme d'acceptation. Il avait dit peu de mots ces derniers jours, quelques remerciements, quelques regards plus longs que d'habitude. À Odette, il avait murmuré la veille au soir « Merci pour cette vie ». Ce n'était pas une déclaration, c'était un point final. Puis, le souffle s'est fait plus discret, comme une flamme qui vacille. Et dans une paix rare, Lino Ventura a fermé les yeux. Pas de lutte, pas de drame, juste une expiration lente, silencieuse. Une sortie de scène sans rideau, sans applaudissements. Les proches n'ont pas crié, ils ont compris. C'était ainsi qu'il voulait partir, sans alarmer, sans troubler, sans déranger. La nouvelle n'a pas éclaté dans les radios. Ce n'est que plus tard dans la journée que les médias l'ont annoncé. Lino Ventura est mort. 3 mots, pas plus, à l'image de l'homme. Il n'y a pas eu de grande cérémonie. Il l'avait formellement interdit. Pas de discours, pas de caméra. Ses cendres ont été dispersées. Nulle pierre, nulle plaque, juste le souvenir. Et pourtant, dans le cœur de millions de Français, une absence s'est creusée. Le cinéma perdait une voix, une présence, mais surtout, une boussole morale. On dit que certains comédiens meurent 2 fois, une fois sur scène et une fois dans la vie. Ventura, lui, n'est jamais vraiment mort sur scène. Il s'était retiré avant. Son dernier rôle, il l'avait déjà joué, dans l'ombre, en silence. Et c'était peu, être le plus beau. Il ne voulait pas de fleurs, il ne voulait pas de chants, il ne voulait pas de louanges. Et pourtant, il a laissé une trace que rien ne peut effacer. Après sa disparition, les hommages n'ont pas tardé. Discrets, mais sincères. Jean-Paul Belmondo, ému, déclara « Lino, c'était la droiture incarnée. » Un roc, un exemple. Alain Delon, plus pudique, glissa simplement. Il m'intimidait. Et pourtant, je l'admirais. Mais au-delà des mots, c'est dans les gestes que son héritage continue de vivre. Perce-Neige, l'association qu'il avait fondée, continue de grandir. Chaque année, de nouvelles maisons ouvrent. Des enfants autrefois exclus retrouvent un foyer, un avenir, un sourire. Et dans chacune de ces maisons, une photo de Lino Ventura trône discrètement dans un coin. Pas en héros, pas en vedette, mais comme un visage familier, bienveillant. Celui d'un homme qui n'a jamais cessé de croire que la dignité humaine était plus précieuse que tous les prix. Le cinéma, lui aussi, se souvient. Chaque génération redécouvre ses films. Et à chaque visionnage, on redécouvre une intensité, une vérité, un style qui n'appartient qu'à lui, sans artifice, sans fioriture. Un jeu à la fois rugueux et bouleversant. Il n'a jamais remporté de César. Il n'en voulait pas. Il n'a jamais fait de longs discours. Il n'aimait pas parler pour ne rien dire, mais il a marqué, par son silence, par son regard, par ses refus. Aujourd'hui, Lino Ventura fait partie de ces figures qui n'ont jamais demandé à être des légendes, et c'est justement pour cela qu'elles le deviennent. Dans l'histoire du cinéma français, on retiendra les dialogues d'Audiard, les confrontations de gangsters, les fuites dans le désert, les interrogatoires sous tension. Mais dans l'histoire des hommes, on retiendra autre chose,
un regard droit, une parole rare et une vie vécue sans compromis. Et quelque part, dans un foyer perce-neige, un enfant rit, un soignant veille, et l'ombre bienveillante de Lino Ventura continue de protéger. Sans bruit,